c'est que si on devait l'inviter à chaque fois qu'il sort un bouquin, potentiellement il serait là tous les trimestres, ce qui serait fort agréable, mais ce n'est qu'une petite production, une partie de sa production. Mais c'est vrai que cette année, tu as été fortement investi, tant mieux, et merci, et tant mieux pour nous lecteurs de bénéficier de cette lecture. Donc, Discrimination dans la vie, pour lequel nous te recevons aujourd'hui. Mais vous avez vu que sur le présentoir, il y a aussi Mariage pour tous, la violence d'une conquête, Arnaud Alessandrin, Flora Voltaire qui a été reçue à Reims il n'y a pas très longtemps à Sciences Po, il y a 15 jours, 3 semaines. Et puis, pour le coup, on aura l'occasion de recevoir Denis Quinqueton, le troisième larron de l'équipe, pour parler des 10 ans du mariage au mois de juin, le 10 juin, donc ça sera ça, mais ton nom est aussi sur cette couverture, et parmi bien d'autres. À l'époque, c'était Sociologie de la transphobie, Sociologie de la transidentité qu'on t'avait reçu. Moi, je me rappelle que c'était les premiers ouvrages vraiment scientifiques, universitaires que j'avais lus sur la question trans, et ça m'avait énormément apporté. Et on avait d'ailleurs à cette occasion créé le premier groupe trans d'Execo, avec certains ou certaines d'entre vous aujourd'hui, qui a eu son histoire, sur lequel on ne reviendra pas forcément. Mais voilà, en tout cas, merci de ta présence. Hier, on est toujours dans le cadre de cette semaine des visibilités. On a commencé hier avec Monsieur Gérard, qui est au premier rang, qui est venu nous parler de Magnus Hirschfeld, de ce sexologue allemand persécuté, et en tout cas son institut, puisque lui s'était exilé au moment où le régime nazi prenait le pouvoir en Allemagne, mais l'institut de sexualité à Berlin avait été saccagé, et notamment sa bibliothèque subit cette autodafé qu'on connaît un petit peu dans l'histoire du régime nazi. Et j'avais déjà dit hier qu'on continuerait cette histoire des LGBT-phobies, donc aujourd'hui avec toi Arnaud, dans la ville. Et puis demain, l'histoire toute récente, puisque ça sera à 17h30 à la mairie, avec la présentation du rapport annuel de SOS Homophobie, donc portant sur l'année 2022. Donc on finira cette histoire des LGBT-phobies des années 30 jusqu'à 2022 demain, puisque cet ouvrage est une synthèse en fait de différentes enquêtes que tu as réalisées avec ton équipe, et tu vas nous en parler à travers l'association et l'observatoire que tu as pu créer et porter, est une synthèse de différentes enquêtes dans différentes villes de France, Bordeaux, Limoges, Poitiers, Angoulême, Pau et Rennes, que j'ai noté, sur à la fois la question du racisme, la question du sexisme et la question des LGBT-phobies. Donc une synthèse, j'ai noté aussi quelque part les années, mais je ne sais plus, si 2014-2020. Ouais. Donc on est dans cette histoire malgré tout assez récente, et demain on sera dans l'histoire encore plus récente. Pourquoi alors, comme d'habitude, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je lance les premières questions, mais après n'hésitez pas à poser des questions, à interagir, à vous manifester. Voilà. L'idée est plutôt que ça soit très interactif et pas un dialogue qu'on a déjà eu cet après-midi longuement tous les deux. Et donc l'idée est plutôt de participer avec vous. Donc que vous ayez lu le livre ou pas, ou d'autres livres d'Arnaud, n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Malgré tout, je lance la première. Donc pourquoi cette synthèse? Pourquoi maintenant, après 6 ans, 2014-2020, 6 ans d'enquête, pourquoi le besoin d'un moment de sortir ça? Alors d'abord, ces enquêtes de discrimination dans la ville, peut-être vous donner quelques éléments. On est en 2014 et la ville de Bordeaux lance ce qui sera très probablement en France la première enquête de victimation, c'est-à-dire de mesure d'un sentiment de discrimination à l'échelle territoriale. On avait déjà eu des mesures de discrimination dans le travail, par des associations, à l'échelle nationale, mais à l'échelle d'une ville, c'est-à-dire d'un territoire bien délimité,
À part un sondage à Lyon, il n'y avait rien eu d'un point de vue méthodologique, universitaire, appliqué sur une ville. On est en 2014 et j'appelle mon ami, ma collègue, ma co-auteure, ou je suis sa co-autrice, enfin, comme vous voulez, Johanna Dagorn, qui est spécialiste des violences faites aux femmes et de la lutte contre le sexisme, pour la simple et bonne raison que je viens des questions LGBT, d'un point de vue universitaire comme militant, et la question du sexisme, qui est apparue comme la question prioritaire dans nos enquêtes, était pour moi, à l'époque, une question plutôt lointaine, à la fois dans mes compétences théoriques et puis dans mes préoccupations militantes, c'est-à-dire aussi dans le maillage territorial qui a nécessité une imprégnation quotidienne pour avoir à la fois des témoignages, mais aussi des chiffres, puisque en 2014, on lance une méthode. On lance une méthode de quantification des émotions. Alors les émotions, on sait les qualifier, on fait des entretiens en sociologie, on restitue des portraits, des parcours. Les émotions, on sait moins les quantifier. Et il est compliqué de quantifier des émotions, des sentiments discriminatoires, puisque la tradition française, mais cela vaut pour l'international, c'est plutôt que les discriminations, elles se qualifient juridiquement. Et donc, elles n'ont d'existence quantitative qu'à la condition soit d'avoir été transformées en dépôt de plainte, soit d'avoir été transformées en procès, peu importe d'ailleurs l'issue du procès. Mais vous voyez que dans ces deux mesures-là, à chaque fois, on passe sous silence une somme conséquente, voire majoritaire, d'expériences discriminatoires qui ne se transforment pas, ni en dépôt de plainte, ni en procès. Nous ne sommes pas des juristes, nous sommes des sociologues, et donc on a cru les gens. On a cru les gens lorsqu'ils nous ont dit qu'ils avaient le sentiment d'avoir été discriminés, ou ils ou elles avaient été discriminés au cours des 12 derniers mois. On a donc lancé cette première recherche en 2014 et jusqu'à aujourd'hui, puisque avec Johanna, nous sommes en ce moment à Maubeuge ou en Seine-Saint-Denis, nous reproduisons dans différents territoires ce type d'enquête. Alors pourquoi avoir attendu autant de temps ? D'abord parce que nous avions des chiffres sur le sexisme, nous avions des chiffres sur les LGBT-phobies. Pour le dire très clairement, en 2015, la ville de Bordeaux nous engage sur une recherche sur la place des femmes dans l'espace public. 2015, je resitue, un chiffre venait de paraître du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, et ce chiffre était le suivant: 100% des femmes disent avoir vécu du sexisme dans l'espace public au cours des 12 derniers mois. Les médias s'emparent de ce chiffre et disent 100% c'est impossible, par conséquent ce chiffre est frauduleux, on nous ment, encore le lobby féministe qui veut nous faire croire excessif, hystérique, qui veut nous faire croire que les hommes sont tous des violeurs et les femmes toutes des victimes. Alors oui, en effet, statistiquement, 100%, à part un échantillon de 10, c'est fort peu probable. Mais 99,9% sur 12 mois précédents, est-ce que ça ne revient pas à dire au fond que 100% des femmes, au cours de leur vie, ont vécu ce type d'épreuve. Je dis épreuve au sens large, parce que ça va bien sûr jusqu'au crime. On avait des chiffres également sur... Donc on est avant le hashtag MeToo. On avait également des chiffres sur les LGBT-phobies, puisque Bordeaux, là encore, nous engage, puisqu'on crée un observatoire des discriminations dans la ville de Bordeaux, sur une enquête sur les LGBT-phobies dans la ville. Et à ma connaissance, en Europe, à part Liverpool, aucune autre ville a mesuré les expériences LGBT-phobes au sein d'un territoire donné. Alors bien sûr, on a des chiffres avec SOS homophobie, bien sûr, on a des chiffres par des chercheurs ou des chercheuses, mais à chaque fois, ce sont des échelles nationales ou comparatives au niveau européen. Et donc, pour les politiques locales, ça ne dit absolument pas ce qu'est la réalité sur leur territoire. Puisque on va quand même faire l'hypothèse que Brest, c'est pas Nice, et qu'une ville dans la Creuse, c'est pas Paris-Centre. Hypothèse dont j'espère que tout le monde va ici valider le propos. Ça veut donc dire également qu'à chaque ville, à chaque territoire, ça mesure, quantitative, qualitative, à chaque ville, son grammage. Chaque expérience est propre à des territoires.
Il suffit d'une agression sur un territoire pour que toute une communauté se sente menacée. Il suffit d'une politique locale incitative en termes de formation, d'accompagnement, de budgétisation pour que la coloration de l'expérience discriminatoire se modifie assez rapidement sur un territoire. Et à part cette enquête de 2018, nous n'avions pas d'autres chiffres disponibles pour comparer nos éléments chiffrés. On a donc pris du temps jusqu'en 2020 pour avoir différentes enquêtes sur différents territoires, ruraux, périurbains, urbains, quartiers prioritaires, uniquement sur le sexisme, uniquement sur le racisme, uniquement sur les LGBT-phobies, avant le hashtag MeToo, après le hashtag MeToo, de façon à pouvoir comparer. Car un chiffre seul, c'est un chiffre en lévitation, et donc il n'a de sens au fond que s'il est comparé soit d'un point de vue longitudinal, hein, dans le temps, soit entre territoires, et donc aussi entre politiques publiques territoriales. Alors, je ne sais pas comment ça se passe forcément à l'étranger, mais en France, le sens de la politique publique, quand même, hein, c'est de pouvoir donner le tempo à des décisions, donc à une hiérarchisation aussi des budgets, puisque on est dans un pays, mais ce n'est pas le seul, où les demandes budgétaires associatives sont nombreuses, mais où les budgets alloués aux associations, notamment en matière de lutte contre les discriminations, sont plutôt réduits. Ce livre est donc le constat cumulé de 7 ans d'enquête, que nous continuons, mais il était, je crois, opportun au bout de 7 ans de se dire que nous avions suffisamment d'éléments à la fois qualitatifs et quantitatifs pour pouvoir traiter au moins de 3 grands axes qui nous apparaissent fondamentaux dans l'expérience discriminatoire de la ville, le sexisme, le racisme et les LGBTIQ-phobies. Alors, il y en a bien d'autres, hein, des critères de discrimination, puisque dans la loi, il y en a 25 critères de discrimination, mais ces 3-là nous semblaient incontournables. Alors, quand je dis discrimination dans la ville, on entend bien sûr discrimination dans tous les espaces de la ville, puisque la ville, elle fournit bien sûr un espace public, c'est-à-dire un espace de citoyenneté, de visibilité, de déambulation, ce que ma collègue Johanna Dagorn va appeler un climat urbain. Alors, Johanna vient de l'éducation nationale. Pour vous donner quelques éléments, elle ne m'en voudra pas si elle m'entend dans cette vidéo. Elle était à l'origine, entre autres, des ABCD de l'égalité. Rappelez-vous, on parle des 10 ans du mariage pour tous, mais il y a 10 ans aussi en France, Najat Vallaud-Belkacem lançait une campagne de lutte contre le sexisme et de prévention de l'homophobie. Pour la première fois dans l'éducation nationale, dans un petit fascicule de définition, apparaît le mot transphobie. Les ABCD de l'égalité restent dans les cartons de l'éducation nationale, puisqu'à l'époque, c'était la fameuse théorie du genre qui menaçait la France. Aujourd'hui, c'est le wokisme, mais vous voyez, hein, on est dans ces épouvantails, qui n'ont pas de valeur théorique, hein, qui n'ont que ici des valeurs de panique morale. Donc Johanna avait travaillé ce qu'on appelle le climat scolaire, c'est-à-dire l'ambiance dans un établissement scolaire, et elle a transposé ce concept dans la ville avec cette création de concept, hein, le climat urbain. C'est quoi un climat urbain? C'est la capacité de se déplacer sans éviter des lieux. La capacité de se déplacer sans subir des moqueries, des colibés, des coups, des menaces, des viols, des violences. C'est aussi la capacité de trouver des lieux de refuge, d'accueil. C'est ça, un climat urbain, et un climat urbain bienveillant, accueillant, c'est un climat urbain dans lequel chacun, chacune n'a pas de crainte au sens physique, mais aussi au sens de la menace, puisque la discrimination, ce n'est pas simplement ce qui se passe, c'est aussi ce qui nous menace. Et donc elle n'a pas besoin d'être appliquée, la discrimination, pour nous menacer, elle a simplement besoin d'apparaître, ne serait-ce qu'à l'horizon, pour déjà avoir un effet de menace sur nous. C'est ce que tu appelles le sentiment, c'est le sentiment de discrimination, le sentiment d'insécurité dont on a aussi beaucoup entendu parler. Ça peut nous arriver. Ça peut arriver. Et je ne suis pas certain que ça me soit réellement arrivé, mais j'ai le sentiment que ce mot que j'ai entendu, salpédé, dans le brouhaha d'une ville, eh bien, peut-être que c'était à moi qu'il était destiné, mais je n'en ai pas la certitude. Et au fond, travailler ce climat urbain, travailler cette discrimination dans la ville, c'est travailler la citoyenneté. Ce qu'on appelle les chaînes de déplacement dans la ville. Du premier pas
que je mets dehors quand je quitte un lieu, jusqu'aux 2 pieds que je mets dans un endroit de destination. Je vais chez moi, je vais chez le médecin. Je quitte chez moi, je vais voir un service public. Et dans cette chaîne de déplacement, qui est-ce qui me regarde? Qui est-ce qui m'injurie? Qui est-ce qui m'évite? Qui est-ce qui me regarde avec insistance ou qui ne me regarde jamais? Qui est-ce qui se moque? Qui est-ce qui intervient et qui m'aide s'il m'arrive quelque chose? Donc ce sont des citoyennetés qui sont coupées, des citoyennetés qui sont broyées parfois, mais ce sont aussi des services publics de la ville qui ne sont pas accessibles aux personnes qui, dans leur chaîne de déplacement, sont réellement ou sous la menace, contraints de ne pas se déplacer, ou moins se déplacer, ou de contourner des espaces urbains pour pouvoir aller bénéficier d'un service, que ce soit aller à l'école, aller voir un médecin, ou aller, je ne sais pas moi, à Pôle emploi ou faire ses courses. Au fond, c'est ça, la ville. Ce sont des services auxquels on a droit et qui parfois nous sont refusés, objectivement ou de manière parfois plus... franche et réelle. Ou dans une absence de francheté, au contraire avec une sorte je disais, de brouhaha, de quelque chose d'imperceptible peut-être, mais qui nous menace quand même. Et cette discrimination dans la ville, elle est, et on le sait en sociologie de manière assez classique, une bonne mesure de la discrimination en société. La ville étant un théâtre de ce qui se passe dans nos sociétés, puisque en ville, qu'est-ce que l'on croise? La santé, l'école, l'éducation, la famille, les déplacements, les loisirs, l'emploi, c'est tout ça, la ville. Et donc ce laboratoire nous permet de mesurer et de quantifier aussi des expériences discriminatoires plus largement. Alors pourquoi la ville et pas le rural? Alors pourquoi la ville et pas le rural? C'est parce que nos commandes portent sur la ville, et donc peut-être qu'à force d'avoir des commandes, si on en a, du côté, ou des envies de travailler sur le rural, on sortira un livre de discrimination dans le monde rural. Pour l'instant, nos chiffres ne nous permettent pas, en l'état actuel, de travailler sérieusement avec des statistiques robustes sur l'expérience discriminatoire. Donc on pourrait le qualifier, mais ça des géographes de l'homophobie, du sexisme ou du racisme ont déjà qualifié, mesuré, cartographié ces expériences-là. Du point de vue du chiffrage massif, on est à plus de 15 000 répondants et répondantes. Autant vous dire qu'il n'y a pas en France une enquête d'expérience de la discrimination dans la ville aussi robuste statistiquement. On ne pouvait pas le faire de la même façon dans le milieu rural ou dans le milieu urbain. Donc avec honnêteté, il faut savoir dire ce qu'on ne peut pas faire. Donc, pardon. En fait, parce que j'ai ça en tête depuis tout à l'heure, j'ai oublié de dire que Arnaud était docteur en sociologie et j'ai aussi oublié d'excuser la présence de Johanna parce qu'à la base on avait invité Arnaud et Johanna qui malheureusement pour des soucis de santé ne pouvaient pas être présentes et ça trotte dans ma tête depuis tout à l'heure. Je t'écoutais mais je dis j'ai oublié de dire ça. Est-ce que ça vous permet, parce que moi je sais qu'en tant que porte-parole ou président d'Execo, combien de fois, et même encore, je suis sûr que Sam a eu ces questions dimanche à l'hommage à François et à Paula, par la presse et les journalistes, mais alors, est-ce que Reims est plus homophobe ou plus transphobe qu'une autre ville? Combien de fois j'ai eu cette question-là? Et à chaque fois je dis, je ne sais pas, je n'en sais rien, parce qu'à la fois il n'y a pas eu d'enquête. Qu'est-ce qui ferait que Reims serait plus homophobe ou transphobe qu'une autre ville? Et là, pour le coup, votre travail peut potentiellement me permettre de répondre à cette question. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire un classement des villes homophobes ou transphobes. Ça n'a pas de sens. Parce que d'abord, les enquêtes ne sont pas faites sur les mêmes années. Et il suffit qu'il y ait eu un événement médiatique pour que tout s'emballe. Ou au contraire, que tout s'oublie. Donc, les choses ne sont pas comparables en l'état. Au demeurant, il y a des éléments qui sont comparables, notamment ce fameux indice de climat urbain que l'on peut poser sur n'importe quel type de population, qui est une notation sur 10, pour le dire ainsi. C'est un peu scolaire, excusez-moi, mais bon, les enseignants et les enseignantes dans la salle comprennent aussi parfois l'importance de cette mesure à la virgule près. Ça paraît un peu froid comme ça, mais en réalité, c'est une manière aussi de sortir des expériences que l'on pourrait juger spontanément comme hasardeuses. C'est le fruit du hasard.
Vous avez rencontré quelqu'un qui vous a injurié, c'est le fruit du hasard ou de la malchance. Ça arrive maintenant, mais ça aurait pu tomber sur n'importe qui. Là, c'était une personne gay ou une personne trans, mais ça aurait pu tomber sur n'importe qui au fond. Nos enquêtes montrent que non. Les chiffres de victimation sont beaucoup plus importants pour certaines populations que pour d'autres. Alors, bien sûr, on n'a pas de chiffres pour toutes les villes, mais les villes sont frileuses. Puisque lorsqu'on a fait la première enquête, et la seule, par exemple, sur les LGBT-phobies à Bordeaux, toute la presse nationale a fait les gros titres disant « Bordeaux, ville homophobe ». Alors oui, les chiffres sont massifs, hein, 88% des personnes gays, 98 ou 97, excusez-moi, j'ai plus les chiffres en tête, des personnes trans disent « j'ai vécu de la discrimination au cours des 12 derniers mois ». Pareil pour le sexisme, 87% des femmes disent, donc on n'est pas à 100%, mais à 87% disent au cours des 12 derniers mois « j'ai vécu des discriminations dans l'espace public ». Quand on a des médias qui titrent ça, forcément les villes sont frileuses à publier des chiffres. On a donc été obligé de reprendre ces chiffres avec les médias pour dire non, Bordeaux était une ville courageuse, car c'est la seule, à l'époque, en tout cas sur l'homophobie, c'est encore la seule, les LGBT-phobies, parce qu'on avait tout inclus, c'est encore la seule, à avoir eu le courage de mesurer ce qu'il en est, non pas pour dire tel quartier est homophobe, non pas pour dire tel voisin est homophobe, mais plutôt pour dire qu'il existe des politiques publiques à mettre en œuvre et que s'il faut prioriser des populations, prioriser des niveaux de formation, de sensibilisation, alors le chiffrage et la remontée d'informations qualitatives permettent cela. Parce que faire des enquêtes, c'est bien, ça permet aussi d'avoir une photographie à l'instant T de ce qui se passe dans la ville. C'est comme si à Reims, faire une enquête avant malheureusement l'assassinat de François ou après on n'aurait pas la même chose, ou de Paula plus récemment, forcément il se passe un événement dans la ville qui fait que cette photographie elle est intéressante, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière? C'est que voilà, à quoi ça sert? C'est bien beau de savoir que cet indice de victimisation, cet indice de sentiment d'être potentiellement victime ou d'être en insécurité, et comment les villes avec lesquelles vous avez travaillé se sont saisies de ces chiffres. Alors, on parlera un peu de chiffres ce soir parce que vous les avez là, et puis comme d'habitude les chiffres il faut les remettre aussi dans leur contexte et souvent reprendre l'intitulé très précis des questions pour bien comprendre ces chiffres de sociologie. Mais comment les villes qui financent entre autres souvent donc souvent elles sont courageuses, je suis d'accord, comment elles s'en sont saisies et qu'est-ce qu'elles en font derrière? Alors, le premier levier quand même que permet le chiffrage, c'est d'engager une action politique. Car dans les municipalités qu'on a pu rencontrer, les élus en charge de l'égalité, par exemple, de la lutte contre les discriminations ou des droits humains, puisque ici ça semble s'intituler de la sorte, mais bon, à chaque municipalité, ses appellations. On a souvent des élus, des adjoints qui sont seuls, comme d'ailleurs peuvent l'être certains enseignants ou enseignantes ou professionnels dans des entreprises à vouloir lutter contre les discriminations avec des collègues qui, eux, refusent de lutter contre les discriminations. Alors, le chiffrage, ça légitime l'action politique, car sur la table, on pose les chiffres. Et quand un élu dit à ses collègues 88% des personnes LGBT dans cette ville-là, donc dans ta ville à toi, dans notre ville, vit des discriminations, toi, en tant qu'élu au transport, tu fais quoi? Toi, en tant qu'élu au loisir ou à la vie nocturne, tu fais quoi? 88%. On n'est pas sur des chiffres marginaux. On n'est pas sur le hasard des statistiques. On aurait pris, non pas les 12 derniers mois, mais les 24 derniers mois, on les aurait taquinés, les 100%. Donc toi, en responsabilité, tu fais quoi? Et ce n'est pas un petit levier, quand même, d'objectiver les choses et donc de poser sur la table les responsabilités politiques. Puisque maintenant, les chiffres sont là, alors on dit qui ne dit mot consent, mais qui ne fait rien consent également. La seconde chose qui, en tout cas, nous importe dans ces chiffres, c'est que ça permet de faire des préconisations. Des préconisations de politique publique qui sont ensevelies de chiffres de toutes parts. Et on ne peut pas être expert de tout quand on est un élu d'une ville, et donc
On ne peut pas connaître, je pense par exemple aux élus sur la santé ou aux élus sur le handicap. Comment voulez-vous qu'ils soient experts de tous les handicaps ou de toutes les maladies? C'est impossible. Donc ils sont ensevelis de statistiques, de chiffres, de rapports, de notes. Avoir des chiffres, c'est prioriser. Avoir des chiffres, c'est thématiser. Une politique dont on sait qu'elle peut se faire une année, mais qu'elle peut aussi se faire sur toute la mandature. Et forcément, ce qui se fait peut-être la 5e année, c'est ce qui statistiquement apparaît le moins urgent. Et la première année, ce qui se fait le plus urgemment. On préférerait bien sûr que tout se fasse d'un coup, mais on connaît les budgets des villes, donc excusez-moi de ne pas être révolutionnaire à cet égard. Et puis la troisième chose, c'est d'être plus millimétré dans les actions. Je donne des exemples concrets. Dans nos enquêtes, on pose la question, y avait-il des témoins dans les discriminations vécues? Dans l'immense majorité des cas, oui, il y avait des témoins. On pose la question, et s'il y avait des témoins, qu'ont-ils fait? Alors pourquoi d'abord pose-t-on la question? Parce qu'on sait que les politiques de sensibilisation disent beaucoup, si vous êtes victime, vous pouvez appeler, et si vous êtes auteur, c'est pas bien, c'est illégal. Sauf que dans les situations de discrimination, homophobes, racistes, transphobes, biphobes ou sexistes, il y a toujours cette triangulation avec le témoin réel ou potentiel, parce qu'on ne sait pas qui est derrière la vitre ou dans la salle d'à côté et qui potentiellement pourrait entendre. Et la politique publique en France en matière de lutte contre les discriminations a toujours mis le témoin à distance. À part 2 exemples très récents et qui d'ailleurs gravitent autour de nos préconisations. Premier contre-exemple, c'est après le hashtag MeToo dans les transports publics en France. Si vous êtes témoin, vous pouvez aussi agir. Témoin, agissez. Deuxième cas de figure, c'est à l'école. Si vous êtes témoin de harcèlement, vous pouvez agir. Et à part ces 2 espaces, on n'a pas beaucoup vu de politiques publiques qui interpellent les témoins. Et d'ailleurs, ce sont des politiques publiques récentes qui, entre autres, proviennent de nos préconisations. Je me rappelle quand on disait à la ville de Bordeaux qu'on pouvait par exemple penser à des boutons d'appel d'urgence dans les tramways ou des arrêts à la demande, la première réponse a été de dire c'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible. En fait, tout est possible. Tout est possible, y compris de dire que c'est pas possible. Voilà, ça c'est la magie de l'administration et du droit français. Mais c'est possible. Voilà. Donc, interpeller le témoin, c'est aussi modifier les pratiques de la politique publique. Alors, on demande s'il y avait des témoins, qu'ont-ils fait? Les chiffres sont quasiment toujours les mêmes. Avant et après le hashtag MeToo, d'ailleurs, il ne bouge pas ou très peu. On aurait pu penser que ce type de hashtag allait sensibiliser les témoins. 87% des témoins ne font rien. Alors, pour ceux qui voient toujours le verre à moitié plein, ou à 13% plein, vous allez vous dire, non mais 13% des témoins qui interviennent, c'est déjà ça. Au fond, il en faut un ou une pour couper une situation de harcèlement, de violence ou de discrimination. Vous comprenez bien qu'ici, on n'emploie pas le terme de discrimination au sens stricto sensu juridique, mais au sens du sentiment de. Eh bien, détrompez-vous, puisque sur les 13% qui agissent, il y en a plus de la moitié, 7%, qui interviennent, non pas pour intervenir auprès de la victime, donc aider protéger, la victime, aider, secourir, ou écouter, ou apporter un regard de soutien. Non, ils ou elles interviennent pour augmenter les discriminations. S'approcher, rigoler, montrer du doigt, prendre en photo, filmer, faire un live sur Insta. Il ne reste donc que 6% des témoins qui interviennent vraiment. Alors, du point de vue de la politique publique, ça interroge. Si les témoins n'interviennent pas, peut-être que c'est eux qu'il faut interpeller dans les campagnes de sensibilisation. Et si les témoins n'interviennent pas, c'est peut-être qu'il faut aussi leur donner des outils sur comment intervenir. Et donc, dans nos enquêtes, on s'est intéressé aux témoins qui n'interviennent pas, 87%, je rappelle, et on s'est demandé pourquoi ils n'intervenaient pas. L'effet spectateur. Alors, il y a un effet spectateur, en se disant si je n'interviens pas, c'est parce que quelqu'un va bien intervenir un jour. Ce qui a un effet qui marche bien en psychologie sociale, mais qui, dans nos enquêtes, marche très très marginalement, même s'il est présent. Ce qui marche beaucoup, c'est la peur. J'ai peur que ça m'arrive à moi
si j'interviens auprès de la victime. Parce qu'on a entendu aussi dans les médias des histoires notamment de garçons qui est décédé parce qu'il était venu prendre la défense de quelqu'un et la violence, il l'a subie également et avait parfois des drames. La peur de la stigmatisation. Si j'interviens pour aider une personne trans, on va peut-être croire que je suis trans. Ou une personne gay, on va peut-être croire que je suis gay. La dépendance. C'est mon voisin, c'est mon patron, est-ce que vraiment je peux intervenir? Le temps de latence psychologique. Je vais faire un truc, il faut que je fasse un truc. 3 arrêts de tramway se sont passés au moment où je commence à savoir quoi faire et la victime est partie. Et après, je regrette. Et on rentre tous chez soi au moins une fois dans sa vie en se disant oh, j'aurais dû faire ça. Ouais. Mais c'est trop tard. Ouais, il y avait des questions, donc bien sûr. Oui, vas-y. Est-ce qu'on pourrait comparer ces chiffres, par exemple, avec un accident de la route ou quelqu'un qui tombe sur un trottoir ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a une différence énorme ou est-ce que c'est quelque chose qui est généralisé dans les habitus de la population? Oui, c'est quelque chose qui est tout à fait comparable et que la psychologie sociale a déjà bien travaillé. Par exemple, faire tomber la même personne avec des habits différents. Si c'est une personne qui ressemble à une personne sans abri ou ivre, eh bien, on interviendra moins que si c'est une personne bien habillée. Donc on sait qu'il existe des facteurs d'intervention, on sait qu'il existe des facteurs d'identification aux victimes qui permettent d'intervenir. Et d'ailleurs, parmi ceux qui interviennent, les 6%, eh bien, on a souvent des personnes qui ont le même profil que la victime. Donc c'est les gays qui interviennent le plus pour aider une personne gay, les trans qui interviennent le plus pour aider les personnes trans, les femmes qui interviennent le plus pour aider les victimes femmes. Donc, vous voyez, en termes de politique publique chiffrée, ça permet aussi d'orienter des campagnes de sensibilisation, des campagnes de prévention, des campagnes de formation. Donc, on n'est pas sur du chiffrage pour du chiffrage, on est vraiment sur du chiffrage pour un accompagnement avec, je le disais, quelque chose de très millimétré. Par exemple, pour les personnes trans, on sait que plus de la moitié des témoins interviennent. C'est génial. C'est important. Plus de la moitié des témoins qui interviennent. Alors, on regarde nos chiffres, on se dit, ah oui, c'est vrai, il y a une personne trans à Paris qui a été agressée. Rappelez-vous, elle a fait la couverture de Libération, très médiatisée. Et donc, les gens se sont dit, ah oui, ça me concerne. On regarde nos chiffres. Eh bien non, sur les 50% des personnes qui interviennent pour aider les personnes victimes de transphobie, 90% interviennent non pas pour aider, mais pour augmenter la discrimination. S'approcher, se moquer, prendre en photo. Et donc de population à population, on voit des différentiels qui peuvent être excessivement importants. Donc là aussi, on se dit que si on doit prioriser une campagne de promotion de l'intervention ou d'accompagnement de l'intervention pour les témoins, eh bien on ne pourra pas le faire de la même façon pour les gays ou pour les personnes trans. Ou bien si on en fait une seule, eh bien il est très probable qu'on oublie encore une fois les personnes trans. Donc mesurer en pointillé, pas au sens où il y a des espaces entre les points, hein, en version artistique, hein, vraiment pointilliste plutôt, hein, hyper millimétré. Hein, l'expérience de la discrimination, c'est accompagner au plus près, prendre la main des acteurs territoriaux, y compris des assos, pour orienter, accompagner, conseiller ces enjeux de lutte contre les discriminations. En l'occurrence, cette semaine-là, on parle beaucoup d'LGBT-phobie, mais on aurait pu parler de racisme ou de sexisme, il en va de la même façon. Oui. Oui, j'ai une question par rapport notamment à votre collègue. Je viens aussi du milieu enseignant, donc je suis confronté à ça. Je voulais savoir si on avait actuellement assez de ressources, de remontées, parce que par exemple pour les élèves, on peut se dire que c'est une institution publique, donc on a ces données, ces remontées. Est-ce qu'on en a suffisamment pour déjà, première question, faire des catégories d'âge, d'une pyramide des âges en termes de population touchée par cette discrimination? Non, visiblement, d'accord. Et deuxièmement, c'est le deuxième facteur que vous avez évoqué, c'est sur le statut hiérarchique ou sur la classe sociale, ou en tout cas la catégorisation. Est-ce qu'on a suffisamment de données pour... Alors, à l'école, je vais différencier la réponse pour l'école et pour la ville, puisqu'on a quand même quelques mesures. D'abord, à l'école, rappelez que jusqu'à cette année, avec le programme PHARE, PHARE,
nous n'avions pas d'outils pour mesurer les remontées d'expériences de harcèlement ou de discrimination ou de cyberharcèlement ou de violence sexiste ou sexuelle au sein des établissements scolaires. Il y avait des signalements, mais les enquêtes, notamment d'Éric Debardieu et de Johanna Dagorn, ont pu montrer que les remontées permettaient de dire que les homophobies dans les établissements, c'était moins de 1% des cas de harcèlement. Toutes les enquêtes de victimation faites en dehors des logiciels de l'éducation nationale ne montrent pas ça. Montrent qu'au contraire, on est sur des expériences quasi quotidiennes, et les enquêtes de Gabrielle Richard le montrent bien. Hein. Elle a mesuré à plus de une personne sur deux LGBTIQ qui a vécu des discriminations au cours des 12 derniers mois. Dans le livre Santé LGBT, où on fait un chapitre sur la santé scolaire, on ne parle pas de discrimination, on parle, nous, d'expériences scolaires dégradées ou très dégradées. Et là, le chiffre du fait de l'homophobie ou de la menace de l'homophobie, hein, ou de la transphobie et de la menace de la transphobie. Et là, le chiffre augmente à 88% pour les personnes gays et lesbiennes et bi, 98% pour les personnes trans et intersexes. C'est pas un petit différentiel, c'est un gouffre. Voilà, enfin, de 1% à 98%. Voilà, enfin, je pense qu'il y a moins de distance entre Pluton et Mercure qu'entre nos chiffres et ceux de l'éducation nationale. Donc, non, on n'a pas de chiffres. Deuxièmement, on a quand même quelques éléments sur qui sont les agresseurs, qui sont les agressés, et on le sait, par exemple, on sait que les filles trans sont plus victimes que les garçons trans. On sait, parce que aussi on s'est documenté à l'international, que les gays sont plus victimes de menaces et de coups que les lesbiennes, qui par contre, elles, sont plus victimes de violences sexistes et sexuelles. Et d'ailleurs, on retrouve ces mêmes chiffres dans notre documentation sur l'expérience discriminatoire dans la ville, pour dire qu'il n'y a pas de séquençage net entre ce qui se passe dans les établissements et ce qui se passe en dehors des établissements, mais bien qu'il y a une porosité excessive, importante, je ne sais pas vraiment ce que je voulais dire, entre ces situations. Donc, on n'a pas beaucoup de chiffres, mais on peut extrapoler, et avec les peu de chiffres que l'on a, on est obligé de constater qu'il ne faut pas regarder ceux de l'éducation nationale pour l'instant. Peut-être que le programme phare va nous dire autre chose, et peut-être que les observatoires des LGBT-phobies dans les rectorats qui sont en train de fleurir un peu partout nous diront également d'autres choses. Observatoires qui n'ont pas de budget, hein, donc il ne faut pas non plus trop en attendre quoi que ce soit. Est-ce que dans les enquêtes, est-ce que vous avez enquêté parmi les 15-20 000 que tu signalais? Est-ce qu'il y a aussi des mineurs dans ces enquêtes ou... Alors non. Alors, jusqu'à très récemment, nous ne demandions pas aux mineurs, pour des raisons assez évidentes, qu'il faut demander l'accord aux parents, que quand on témoigne d'une discrimination, on peut aussi se remémorer la discrimination, et autant quand on est majeur, on peut appeler ou envoyer des mails, on laisse des adresses à la fin du questionnaire, autant quand on est mineur, la reviviscence psychologique de cela n'a pas le même impact. Donc, jusqu'à récemment, nous ne travaillions pas avec des mineurs, chose que nous faisons maintenant, parce que les dispositifs d'enquête se font avec l'éducation nationale, et donc l'étayage n'est pas le même. On sait aussi qu'il existe des différences d'âge et de classe. Alors, dans notre livre, c'est tout à fait clair, les premières victimes, ce sont les étudiants et les étudiantes. Alors, on pourrait fantasmer en disant, oui, c'est parce que... au fond, c'est eux qui boivent le plus la nuit, qui sortent plus tard, et donc ils l'ont bien cherché. Ou qui portent des tenues. Ou qui portent des tenues, voilà, qui attirent l'œil. On peut aussi se dire que, mais c'est une théorie qui se défend, hein, je veux dire, c'est plus on utilise la ville, plus on sort tard, plus on sort souvent, plus on va partout, plus on a de risques de croiser une situation de discrimination. On va dire, c'est statistique, jusque-là, il n'y a pas non plus de scandale à le dire. D'autant plus que les étudiants et les étudiantes sont ceux qui témoignent le plus de discrimination, mais c'est aussi ceux qui témoignent d'un climat urbain le moins dégradé. Pourquoi? Parce qu'ils ou elles ont dans leur quotidien des actions qui ne relèvent pas uniquement de déplacements contraints, le boulot, les enfants, les courses, mais de loisirs. Et donc le déplacement de loisirs ou la situation de loisirs en groupe va faire diminuer la charge émotionnelle de l'expérience discriminatoire. Donc on est dans une sorte de paradoxe, où les étudiants et les étudiantes, surtout les étudiantes, sont les plus victimes, mais c'est
absolument pas le public qui témoigne d'une expérience urbaine la plus délétère. Est-ce que l'idée c'est, plus je prends les transports en commun, si je les prends tous les jours ou 4 fois par jour, je m'habitue à ce que je vis et donc je serai moins bouleversé, voire traumatisé par ce que je pourrais voir ou subir que quelqu'un qui prendrait qu'une seule fois le bus dans l'année et qui se verrait confronté à quelque chose qu'il ou elle ne connaissait pas. Ça pourrait être une hypothèse, mais ce n'est pas la corrélation statistique qui ressort de nos enquêtes. On pourrait se dire, les femmes se sont acclimatées. En réalité... Ou banaliser, ça fait, enfin, ce que vous évoquez, c'est normal. Si je devais porter plainte tous les jours, à chaque événement, je passerais mon temps au commissariat, etc. Alors, il y a la dédramatisation, mais la banalisation, depuis le hashtag MeToo, elle est toute relative. D'accord. Mais on a des femmes qui disent, et des jeunes filles et des étudiantes qui disent, certes, si je devais porter plainte à chaque fois et tous les jours, je ne ferais que ça. De moins en moins qui disent, ça arrive tous les jours, c'est pas si grave que ça. Mais de plus en plus qui témoignent, au fond, lorsqu'il m'est arrivé ça, il ne m'arrivait pas que ça. J'étais avec des copains, j'y volais. Et donc là, je rappelle, la charge émotionnelle est moindre. Ça ne veut pas dire que la gravité de l'acte s'allège. Je ne dis absolument pas ça. Entre ce qui est commis et ce qui est reçu, on a ici quelque chose qui peut se mesurer doublement. Second facteur important, c'est le facteur cumulatif des discriminations. On sait que les personnes LGBT, on va faire un focus si vous voulez bien sur ces personnes-là, qui ont des critères croisés, notamment caractéristiques physiques, handicap, obésité, anorexie ou surpoids, ou bien des caractéristiques ethniques, voient leur expérience discriminatoire exploser. On sait également qu'il y a des facteurs de classe sociale. C'est très massif. Je ne dis pas ici que les pauvres sont homophobes, ce n'est pas du tout le propos du livre, et ce n'est pas les propos d'ailleurs de l'enquête. C'est-à-dire qu'on fait des enquêtes à Bordeaux-Centre, uniquement Bordeaux-Centre. On ne peut pas dire que Bordeaux soit une ville pauvre, on ne peut pas dire que Bordeaux soit une ville marquée par le grand remplacement, on ne peut pas dire que les quartiers prioritaires de Bordeaux soient à ce point massifs que le parallèle avec Marseille ou Lille soit immédiat. Vraiment, on n'est pas dans ça. Même s'il y a des poches de pauvreté, je ne le nie absolument pas dans les quartiers prioritaires notamment. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait des enquêtes à Bordeaux-Centre, on a des chiffres de l'homophobie qui sont excessivement élevés, alors que Bordeaux est une ville blanche et riche. C'est bien la preuve qu'on n'a pas besoin de regarder uniquement dans les quartiers prioritaires ou les villes pauvres pour avoir des chiffres élevés d'homophobie, et quand on est à 87% d'expérience homophobe, 88% pour les gays au cours des 12 derniers mois, on est sur des chiffres vraiment, vraiment massifs. Pourquoi je disais ça? Parce qu'il y a un effet classe sociale. Les personnes victimes de discrimination, généralement, disent, quand je connais la ville, j'ai le sentiment que la discrimination que je subis m'est plus éloignée, parce que je peux éviter des endroits, parce que je sais des endroits où potentiellement ça peut m'arriver, ou alors je connais des endroits où c'est arrivé à quelqu'un, donc je les évite, ou je connais les endroits où ça m'est arrivé à moi, donc je les évite de nouveau. Mais il faut connaître la ville pour pouvoir quitter les grandes artères et se déplacer dans les petites rues. Donc les déplacements dans la ville et les chaînes de déplacement qui sont des plans B, si vous voulez, à l'agression réelle ou potentielle, ne sont possibles qu'à la condition de connaître la ville, de la fréquenter ou de l'habiter. Or, dans des villes comme Bordeaux, où le loyer du studio est à 550 €, où le café taquine les 5 €, eh bien je peux vous assurer que quand vous êtes, en dehors des étudiants et étudiantes, une personne qui est ouvrière ou employée, eh bien la ville, vous ne la maîtrisez plus. Parce que la ville, vous n'y habitez pas. Et donc la ville, vous ne la connaissez pas. Et donc, toute agression se fait dans un espace inconnu. Ma collègue dit que l'habitus urbain est très marqué par la classe sociale. Alors elle emploie le terme d'habitus par sa tradition bourdieusienne, qui n'est pas tout à fait la mienne, mais elle permet comme ça un éclairage de classe qui nous montre que chez les étudiants et chez les étudiantes, comme dans le reste de la population, l'effet classe sociale marque l'indice de climat urbain, marque l'appréhension de la ville, et donc les stratégies subjectives
et de déplacement pour faire contre les discriminations que l'on subit. Les stratégies d'adaptation ne sont pas les mêmes en fonction de la classe sociale. Non. Je suis cadre, je prends un taxi. Je suis employé, je dois prendre ma voiture pour aller à un parc relais dans la ville de Bordeaux, en périphérie. Puis je dois prendre 1 ou 2 tramways. Ça veut dire que si je veux m'extirper vite de la ville, je ne peux pas. Je suis obligé de rester dans une ville qui m'est inconnue, sans savoir où aller, si je me fais injurier. Moi, si je me fais injurier à Bordeaux, je sais dans quelle boutique rentrer. C'est mes potes. Je sais où aller. J'ai des copains qui habitent partout. J'ai pas de problème de déambulation incertain dans la ville. Je sais quels sont les lieux de refuge. Et, sauf, je sais pas si... Je poursuis sur une autre question, mais justement, c'est parce que je voyais le titre de votre ouvrage, donc discrimination dans la ville, mais finalement, est-ce que c'est bon, là on est dans le cadre un peu sémantique, mais ça serait plutôt sur les mobilités à travers la ville, parce que finalement, vous parlez beaucoup de ce qui se passe, des discriminations lors du trajet, dans les déplacements, dans le mouvement, et finalement, alors à moins que ça soit abordé plus en détail, hein, je n'ai pas tout consulté, mais est-ce que vous êtes axé sur les mobilités parce que c'est plus visible, c'est plus quantifiable, ou est-ce que là vous donnez l'exemple, oui, moi je sais qu'il y a des endroits sécures, est-ce que dans vos panels, dans vos questionnaires, est-ce qu'il y a eu aussi cette place donnée aux lieux tant qu'aux déplacements? Oui, on s'est beaucoup intéressé aux lieux. Il y a des questions sur quels lieux évitez-vous et quels lieux fréquentez-vous. On a aussi sur les questions LGBT le rapport complet sur Internet, donc vous pouvez le consulter. Là, on a vraiment essayé de synthétiser cela, des éléments sur les services publics. Donc on n'est pas simplement sur le déplacement, hein, mais bien sûr ce qu'offre la ville en termes d'accès à la citoyenneté, la santé, l'école, puisque la ville en France est responsable notamment du niveau primaire. On peut penser aux loisirs, on peut penser aux bibliothèques, on peut penser aux bibliothèques municipales, on peut penser aux musées, on peut penser au sport, donc, voilà, à l'état civil, des choses comme ça. Donc il y a quand même plein d'éléments de la vie du quotidien que la ville gère ou ne gère pas à destination de minorités ou de majorités, puisque les femmes sont une majorité statistique. Donc on ne s'intéresse pas qu'aux déplacements, mais les déplacements sont symptomatiques de cela. Est-ce que ce sont les lieux où il y a le plus de discrimination? Est-ce que c'est dans les déplacements qu'il y a le plus de discrimination? Alors, fatalement, les gens pointent du doigt quand même l'espace public, la rue, les transports, parce qu'on y passe du temps dans l'espace public. Alors, si on change de focale, évidemment, les jeunes vont plutôt dire Internet, les actifs vont aussi dire l'emploi, mais l'espace public reste quand même quelque chose d'excessivement marquant dans les expériences discriminatoires. À tel point qu'elles disent aussi des stratégies éducatives. On pense par exemple aux maisons des adolescents, aux associations familiales, qui sont financées par les mairies, mais pas que par les mairies, les départements, les régions et autres. Quand on fait des focus groups, c'est-à-dire des réunions à plusieurs, pour faire des entretiens à plusieurs, et qu'on demande aux parents, qu'on invite à des focus groups, qu'est-ce que vous faites pour dire à vos enfants, fais attention, ou protège-toi, ou protège les autres, c'est quoi vos stratégies? D'abord, il n'y a que les mères qui viennent, mais bon, ça, c'est comme les parents délégués à l'école, il n'y a que les mères, il suffit qu'il y ait un père pour qu'on trouve ce papa fantastique, mais toutes les mères, par contre, elles le font parce qu'elles doivent le faire. Écoute, on n'a que des mères qui viennent, que des mamans qui viennent, et quand on leur dit, mais alors, vous dites quoi à vos enfants? Parce que vous avez répondu au questionnaire, vous dites qu'il est arrivé ça, notamment à votre enfant ou à votre fille, vous dites quoi? Massivement, les mères disent, je dis à ma fille de se protéger. Bombe lacrymo, capuche, regarder son téléphone, faire semblant d'appeler, ne pas être seule, les espaces éclairés. Mais quand on leur pose la question, qu'est-ce que vous dites à votre garçon? Car s'il y a des filles qui se font agresser, qui sont agressées, pas qui se font, qui sont agressées, vu que l'agression, c'est l'autre qui l'a fait, c'est bien qu'il y a des garçons qui agressent. Puisque à 99,9% des agressions dans l'espace public, c'est des mecs. Y compris pour les gays. Voilà. Donc, s'il y a des filles agressées, c'est bien qu'il y a des mecs agresseurs. Que disent les parents aux mecs? Il y a donc des politiques éducatives qui ressortent de ces statistiques
et qui nous font dire avec Johanna que on peut aller bien plus en profondeur des politiques publiques que simplement une affiche. Hein, on peut être aussi beaucoup plus incitatif sur notamment les ateliers proposés dans des centres sociaux, des centres d'animation. Hein. On a ici, je crois, une boîte à outils de prévention et d'accompagnement en matière de lutte contre les discriminations, notamment LGBT-phobes. Ou les fameuses ABCD de l'éducation qui sont morts et enterrés Exactement. Par le ministère sous pression de la Manif pour tous, ou toutes ces associations qui ont gravité autour de la Manif pour tous et autres. Mais il y a aussi, comment s'appelait cette association, celle qui prenait les jours de retrait oui, à l'éducation nationale. À l'éducation nationale. Donc voilà. Est-ce que dans ces enquêtes, sauf encore une fois si quelqu'un ou quelqu'une souhaite intervenir, est-ce que vous voyez des choses très différentes d'une ville à l'autre, ou est-ce que ces 7-8 villes, ou pas loin de 10 peut-être maintenant, permettraient même de donner de l'élargir au niveau national? Il y a des régularités, indubitablement. L'inaction des témoins. Pardon, en fait, je reviens toujours sur cette question qu'on me pose tout le temps par les journalistes, c'est pour aider Sam pour ses prochaines interviews, se dire est-ce que Reims est plus homophobe ou est-ce que... Je suis gentil, hein. Alors, non, il y a des régularités, hein. Ouais. L'inaction des témoins, le triptyque sexisme, homophobie, racisme, l'intersectionnalité des discriminations qui fait exploser l'expérience discriminatoire, les étudiantes majoritairement victimes, la spécificité nocturne. Voilà, tout ça, on le retrouve. Mais c'est quoi? C'est quelques pourcents d'écart d'une ville à l'autre? Mais il y a quelques différences notables dans les villes. Par exemple, on a des villes dont la sociologie est plus marquée par moins d'étudiants et plus de personnes âgées. Et donc, on va se retrouver avec un critère qui n'apparaissait jamais jusque-là, le critère de l'âge. Et donc, quatrième critère de discrimination dans la ville, l'agisme. Surprenant. Autre tendance, c'est l'augmentation continuelle du racisme. Et ça, dans toutes nos enquêtes, de 2014 à aujourd'hui, on a le racisme qui vient même surpasser statistiquement les expériences de sexisme, alors que les femmes sont toujours 51% de la population. Avec une augmentation aussi exponentielle des témoignages de, je le dis entre guillemets, racisme anti-blanc. C'est-à-dire une mise en crédit de ce mot est crédible pour être utilisé, une croyance en ce concept et donc une légitimation par l'usage de ce concept. Je suis victime de discrimination et je suis blanc, je suis donc victime de racisme anti-blanc. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas des blancs victimes de discrimination. Voilà. Il y a des gays blancs qui sont victimes d'homophobie et ils sont blancs. Non, le problème, c'est pas que ce profil soit celui-ci. Le problème, c'est que l'on fasse une dimension unidirectionnelle entre discrimination et blanchité. Il y a quand même très peu de facteurs qui donnent lieu à des discriminations parce qu'on est blanc. Il y en a. C'est indubitable. Mais est-ce que c'est du racisme pour autant? Parlons. On n'est absolument pas sur des facteurs de racisme. Et puis il y a un amalgame. J'ai été mal regardé, j'ai été ostracisé, donc c'est du racisme anti-blanc. Alors là, excusez-moi d'être un peu réductionniste dans l'emploi des termes, mais on voit bien que on est dans un moment où ça marche aussi avec le sexisme inversé ou l'hétérophobie, terme qu'on a vu apparaître lors de la Manif pour tous. Ce sentiment que si tout le monde est victime, je le suis aussi. Et que si la reconnaissance de mon identité doit passer par la reconnaissance du statut de victime, alors je clame que je suis une victime. Ça pose des questions en termes de stratégie militante, ça pose des questions en termes de stratégie des politiques publiques, jusqu'où reconnaît-on les discriminations, et jusqu'où continue-t-on de répondre, comme le font certains sociologues et certains élus, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas, point. Enfin, ça n'existe pas, mais quand ça commence à exister dans la tête des gens et dans la représentation des gens, pour les gens, ça existe. Et donc on ne peut pas balayer ça. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ça existe. Ça existe dans la tête des gens. Ça existe dans les représentations des gens. Ça existe dans le vocabulaire des gens. À partir de là, on ne peut plus dire
que le racisme anti-blanc n'existe pas. Théoriquement, ça n'existe pas. Conceptuellement, ça n'existe pas. Historiquement, ça n'existe pas. Statistiquement, c'est excessivement marginal. Mais dans les représentations, ça existe. Et il y a plein de choses qui fonctionnent très bien parce qu'elles ne marchent que dans les représentations. Dieu. Hein, si la religion, ça fonctionne, c'est parce qu'on y croit. Qu'est-ce qui explique cette augmentation de racisme? Est-ce que vous avez fait des hypothèses ou après d'autres enquêtes qui vous ont permis d'affiner les questionnaires pour expliquer pourquoi, là, en quelques années, sur 5-6 ans, on a une recrudescence des déclarations de victimisation autour du racisme? 3 grands facteurs explicatifs. Le premier, c'est la diminution quasiment à zéro des politiques de sensibilisation et de lutte contre les discriminations liées au racisme. Demandez aux différents PAF, plans académiques de formation, où est-ce qu'on trouve le racisme. Il n'y en a plus. Il n'y a plus dans les plans académiques de formation des actions contre le racisme. Le sexisme, l'antisémitisme, les LGBT-phobies, mais il n'y a plus le racisme depuis une bonne vingtaine d'années. Alors forcément, quand on ne forme plus, quand on ne sensibilise plus, quand on ne rappelle plus la loi, la norme bouge. Deuxième facteur explicatif, c'est l'affaiblissement de structures associatives qui jusque-là avaient l'oreille des institutions et donc pouvaient être financées au bénéfice d'un déploiement de mouvements et de collectifs, ce qui est propre à une génération, hein, les mouvements, les collectifs. Sauf que allez voir une mairie en disant « Bonjour, je suis un collectif, demande un financement. Bonjour, vous avez un numéro SIRET, vous avez une structure, un compte sur lequel je peux mettre de l'argent ?» Ben non, on est un collectif. Vous existez depuis 12 mois ou pas? C'est tout bête. Mais comment voulez-vous que des institutions prennent le pouls de ce qu'est la lutte contre les discriminations racistes aujourd'hui, lorsqu'elles n'ont pas dans leur logiciel, ne serait-ce que comptable ou administratif, la possibilité d'accompagner, de discuter avec les nouveaux mouvements sociaux antiracistes, qui sont plutôt des mouvements de collectif et pas des mouvements structurels. Par exemple, regardez la mort de George Floyd il y a quelques années, des rassemblements dans les différentes villes, des rassemblements par des mouvements décoloniaux, et puis des rassemblements à l'appel de SOS Racisme. À Bordeaux, pas besoin de calculer. C'est indubitablement les mouvements décoloniaux qui ont amené le plus de gens dans l'espace public. Mais ce ne sont pas des associations, forcément. Alors ça veut dire qu'ils s'éloignent des institutions, et donc que cette mesure que les associations imposent aux institutions disparaît du paysage institutionnel. Ce qui explique aussi... Parfois, il y a une défiance aussi entre ces collectifs ou mouvements à l'égard... On peut aussi faire le constat que la désinstitutionnalisation est politique, et que de l'autre côté, du côté des institutions, ça les arrange bien de ne pas avoir affaire avec une nouvelle radicalité. Donc, en fait, tout le monde est perdant dans cette affaire-là. Mais bon, pour des postures idéologiques, on se retrouve avec une augmentation des chiffres du racisme. Troisième explication, elle est statistique, en tout cas elle est prouvée statistiquement, c'est la présence de faits médiatiques qui légitiment le passage à l'acte raciste. À Bordeaux en 2015, alors vous savez, la recherche, c'est parfois ça. Alors moi je ne suis pas égyptologue, donc je vais raconter une histoire qui va faire hurler tous les égyptologues, mais on est dans le désert égyptien, on donne 3 coups de pelle, on ne trouve rien, 3 coups de pelle, on ne trouve rien, et d'un coup d'un seul, paf, tout en cabot. C'est pas vraiment passé comme ça. Mais c'est comme ça la recherche. C'est un peu ça quand même dans la vallée des rois. Ils cherchaient un peu à l'aveugle quand même. En tout cas, ils avaient une vague idée, mais... On ne sait pas toujours ce sur quoi on va tomber, y compris lorsque on fouille dans les archives, on ouvre une boîte et puis on ne sait pas quel bout de papier va nous sauter aux yeux. L'enquête débute en 2014, j'en parlais, et janvier 2015, attentat Charlie et Hypercacher. On a donc pu mesurer, on aurait bien sûr préféré que cet événement n'arrive pas. Mais en présence de cet événement, il nous a été possible de mesurer la part des actes racistes et antisémites, en tout cas racistes parce que c'était les chiffres les plus probants,
dans l'espace public et dans les transports à Bordeaux, avant et après le 7 janvier 2015. Avant le 7 janvier 2015, la part des actes racistes dans les transports à Bordeaux, de tête, c'est 14%. Sur 100 actes de discrimination, 14 relevaient du racisme. Après le 7 janvier, on passe à 28%. La part des actes racistes dans l'espace public, donc pas dans les transports, ici, rue, parc, à Bordeaux, avant le 7 janvier, c'est 28%. Après le 7 janvier, c'est 36%. Il n'y a aucun facteur autre que cette médiatisation-là, c'est-à-dire cette prise de parole raciste délibérée ou islamophobe délibérée, qui vient expliquer l'augmentation statistique de la part du racisme dans la part des discriminations. Car on est sur une étude longue et en général, les derniers chiffres sont résiduels, statistiquement. En plus, il n'y avait pas vraiment de relance de l'enquête, donc il n'y avait aucune raison pour que les gens aillent sur le site et cliquent et répondent à cela. On le sait donc, les événements médiatiques ont des conséquences sur les pratiques. Ça a été mesuré lors du mariage pour tous, c'est mesuré actuellement sur les mineurs trans. Alors on a très peu de mesures, mais des psychologues suisses spécialisés dans l'accompagnement des mineurs trans ont montré dans une publication récente que la part de leur patientèle qui viennent non pas pour des hormones, non pas pour un suivi chirurgical, non pas pour des problèmes parentaux par exemple, mais qui viennent pour des problèmes psychologiques du fait de la transphobie entendue dans les médias ou par des pseudo-experts dans les médias, a augmenté dans leur patientèle. Donc, on a ici plusieurs faisceaux d'informations qui nous rappellent que dire quelque chose dans les médias sous prétexte de la liberté de parole ou du débat, ça a des conséquences sur la vie des gens. Et sur le racisme actuellement, nous sommes en plein dedans. Juste pour apporter le moulin, parce qu'il y a des chiffres au Royaume-Uni qui sont sortis récemment sur les idéations de suicide chez les personnes trans. Donc le Royaume-Uni, quand même, a un peu un laboratoire de la transphobie médiatique et politique là-bas. Il y a un discours totalement décomplexé de transphobie dans certains médias et chez certains politiques. Et on est passé, en gros, je crois qu'il y a quelques années, on était comme en France, une personne trans sur deux qui avait déjà pensé au suicide. Et là, on est passé à 88%. Quand même, quelque chose qui a beaucoup augmenté, qui est lié au climat médiatique aussi là-bas. Et on est bien sur ce facteur-là, c'est-à-dire que, alors on est sur tous les facteurs cumulés évidemment, mais celui-ci est tout sauf négligeable. On ne peut pas dire que les préjugés ou les stéréotypes à l'égard des personnes LGBT et trans soient en augmentation. Les études longitudinales et le dernier rapport de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, montrent plutôt qu'il y a une érosion réelle des préjugés et des stéréotypes à l'égard des LGB et que du côté des personnes trans, il n'y a pas d'augmentation. Alors, il reste un haut niveau, mais il n'y a pas d'augmentation. Néanmoins, le rapport de SOS Homophobie ou ce que vous racontez montre que le passage à l'acte continue à augmenter chez les gays et encore plus chez les personnes trans. Chez les lesbiennes, c'est un peu différent, et chez les bi, on a des témoignages, mais les statistiques sont pour l'instant pas tout à fait robustes. Je ne doute pas que des associations comme Bicos parviendront au fur et à mesure à construire des chiffres et des tendances robustes. Ça veut donc dire qu'entre le changement des représentations et le changement des actions et des comportements, il y a un temps de latence, et que ce temps de latence il peut être perturbé d'un claquement de doigts par une intervention politique ou médiatique. Ou par un passage à l'acte qui entraîne, qui va permettre à d'autres, puisque lui il l'a fait, moi je me l'autorisais pas, mais puisque l'autre l'a fait, moi je me l'autorise maintenant de passer à l'acte dans les transports en commun, ou dans la rue ou ailleurs, de commettre un acte discriminatoire, agressif. On l'a vu aussi avec le sexisme. Le rapport du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes a montré que les jeunes générations de moins de 25 ans reprennent des préjugés et des stéréotypes à l'égard des femmes. Donc rien n'est gagné et on ne va pas se gargariser d'un affaiblissement des préjugés ou des stéréotypes à l'égard des LGBT, en tout cas des LGB, sous prétexte que ça fait 3 ans que ça va mieux. Non,
Je vais avoir une autre question, mais déjà, oui, effectivement, sur tout ce qui est la sensibilisation, effectivement, et les formations, notamment dans le cadre du PAF, effectivement, on se rend bien compte qu'il y a des incohérences. Je pense que c'est une méconnaissance simplement des publics enseignants qui ne sont pas suffisamment formés. Hein. Je veux dire, par exemple, effectivement, dans l'institution nationale, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. On confond l'éducation à la sexualité avec la sensibilisation au genre, c'est un peu flou. Par contre, en revanche, on s'inquiète et on classe directement comme radicalisé le mouvement masculiniste qui vient des États-Unis. Donc là, je suis d'accord avec vous, il y a un gros problème de prévention, de sensibilisation, notamment en accord avec les observatoires qui pourraient être mis en place et les associations. Et donc ma deuxième question, pardon, sur ces chiffres justement de discrimination, c'est un peu la question qui fâche, je pense. Mais ces discriminations, elles ne sont pas nécessairement extérieures aux communautés minoritaires touchées. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a des statistiques sur la proportion des personnes appartenant à ces communautés, que ça soit, et qui sont à la fois discriminées et force de discrimination. On le sait, certains milieux, notamment LGB, peuvent être très durs, notamment envers les bisexuels, etc. Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Alors on a, à ma connaissance, en France, pas de chiffres, mais on a par contre des témoignages et on a des textes académiques, militants, qui relèvent du témoignage comme de l'analyse. Mais du point de vue du chiffre, non. Mais on pourrait parler d'autres types de communautés, la communauté éducative, et on sait que 19% des discriminations et du harcèlement dans les établissements scolaires proviennent de la communauté éducative, donc pas des élèves, mais des adultes de l'établissement. Donc quand on parle d'une communauté, évidemment, qu'elle soit éducative ou LGBT, IQ+, gardons en tête qu'il y a une unité que vue de l'extérieur, que quand on zoome un peu, eh bien, ça se disloque et qu'il n'y a pas d'arc de Noé discriminé. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune raison qu'on tienne la main en farandole tout le temps. Donc, mais cela a déjà bien été travaillé, cette question des discriminations internes aux communautés. Mais pas statistiquement, en tout cas pas à ma connaissance. Non, parce que si je prends un exemple concret, voilà, on sait, on parlait des nouveaux vecteurs de médias, notamment les applications de rencontres, etc. Mais il y a une violence en termes de discrimination sur plein d'aspects, que ça soit physique, psychologique, sur des handicaps, etc., oui, qui est sur les origines et autres, qui est visible, des stéréotypes qui perdurent, des idées reçues. Et c'est vrai que ça serait intéressant de se pencher là-dessus. Et je ne sais même pas si, en fait, ces personnes-là, dans vos panels, quand elles ont répondu, elles ont pensé instinctivement, est-ce qu'elles n'ont pas déjà banalisé le fait que c'était normal tant que ça restait entre guillemets entre nous, voilà. Et par contre, quand ça vient de l'extérieur, c'est une menace. Je ne sais pas si, oui, parce que je n'ai pas souvenir là, si vous identifiez les agresseurs des personnes, des victimes de LGBT+. Alors, on n'a pas pu le mesurer concernant les personnes LGBT. Ouais. On a pu le mesurer concernant les victimes de sexisme, parce que les chiffres étaient bien plus importants et donc on pouvait l'assurer. C'est compliqué quand on a des chiffres. Alors on peut dire qu'il y a des tendances. Là, c'est quand même un sujet compliqué parce qu'on a peu de chiffres par ailleurs. Donc voilà, être seul à assumer une tendance si elle est fausse, c'est compliqué. Concernant le sexisme, et donc on peut faire l'hypothèse que peut-être c'est la même chose pour les LGBT-phobies, c'est probable. On a différents types d'agresseurs. Donc ma collègue Johanna a fait une typologie des agresseurs sexistes, notamment des agresseurs qu'elle appelle d'opportunité. Il n'y a pas de préméditation, mais il y a de la banalisation du geste. Oh, comme elle était là, j'ai touché. Il y a l'agresseur qui, lui, a stratégiquement pensé à agresser. Et donc, il sait dans quelle boîte il faut aller, dans quel magasin, dans quel rayon, quelle personne suivre, dans quel parc. Et donc là, il y a de la préméditation. Ça, on le sait. Et puis, il y a l'agresseur
hiérarchique. Donc celui dont on a du mal à s'extraire parce que c'est le patron, c'est le voisin, le palier notamment. Donc tous ces types d'agresseurs font que parler des agresseurs, là aussi d'un point de vue de la communication, vous voyez, on ne responsabilise pas de la même façon quelqu'un qui prémédite et quelqu'un qui ne prémédite pas. D'ailleurs, juridiquement, ça ne se traite pas de la même façon. Mais c'est pareil pour les homophobies. On peut l'imaginer, par exemple, quand on voit l'augmentation des agressions dans des sites de rencontre, des lieux physiques de rencontre, ce n'est que de la préméditation. Donc ce n'est que de l'organisation. Et donc on ne peut pas lutter contre les agressions homophobes vis-à-vis de groupes organisés prémédités, comme on lutte vis-à-vis d'agresseurs qui n'auraient pas prémédité leur acte. La question revient sur ces questions, notamment d'appli de rencontre et autres. C'est le mec qui écrit faut s'abstenir, pas de blague, pas de rebeu, etc. Est-ce qu'il a réellement conscience qu'il discrimine, ou est-ce que lui, il est dans son truc, bon ben voilà, on est sur un marché de la drague et du sexe, je fais mon marché et donc je sélectionne le produit que j'achèterai dans un magasin. Et est-ce qu'il y a une conscientisation de la discrimination quand ces mecs, parce que là si on parle des mecs, je ne connais pas bien les applis de rencontres lesbiens, elles existent, je ne suis pas spécialiste, mais il y a aussi un certain nombre d'ouvrages sur ces thématiques-là. Est-ce qu'ils ont réellement conscience de discriminer quand ils écrivent ça? Ou de dire, bah de toute façon non, c'est la règle du jeu. En écrivant ça, oui, c'est la règle du jeu. Au moins je suis clair et je suis transparent. Ça évite que je sois obligé de blacklister des personnes qui viendraient me contacter que je n'ai pas envie de rencontrer. Donc au moins je suis clair et transparent, il n'y a pas d'hypocrisie, je suis honnête et direct. Je veux pas de folle, je veux pas de blague, je veux pas de rebeu, je veux pas de ci, je veux pas de ça. Mais ça soulève la question de savoir si effectivement du coup la sensibilisation doit être faite nécessairement exclusivement qu'à l'extérieur, avec des publics non concernés avec de grosses guillemets, ou effectivement il y a une part aussi qui nous appartient. Donc il faut s'emparer. Il faut que la communauté se regarde également. Et enfin, à mon avis, c'est toi le... Non mais j'ai pas réfléchi j'ai pas travaillé plutôt. Réfléchir c'est une chose, travailler c'est autre chose. À ces applications de rencontres, mais de ce que je peux lire, de ce que mes collègues produisent sur les questions de rencontres amoureuses ou sexuelles sur ces applications ou sur les lieux physiques, il y a vraiment ce tiraillement. D'un côté, une philosophie libérale, tu parles de marché, et au fond, ces applications sont faites pour ça. Elles nous demandent de cocher précisément qui on veut. Donc, d'emblée, en cochant, on fait des sélections. On sélectionne l'âge, on sélectionne la géographie, et c'est des critères de discrimination. Et on ne parle pas de statut sérologique. Alors, on pourrait parler de ça, mais on parle aussi des pratiques. Les mœurs, ça reste aussi un critère de discrimination. Voilà, lève la main qui, dans une application de rencontre, n'a pas à tout sélectionner. Et celui ou celle qui lève la main ment. Donc il y a à la fois cette philosophie libérale et puis il y a la dimension inclusive, bienveillante et bien traitante. On va arrêter avec la bienveillance parce que bienveiller c'est bien, bien traiter c'est mieux. De la formulation de nos choix. Et autant on peut avoir des orientations de pratiques, de goût qui peuvent d'ailleurs varier. Je peux le lundi avoir envie de tel corps, telle pratique et le vendredi de tel corps, telle pratique. Et puis à la façon dont on le dit. Et on voit bien que dire pas de folle ou répondre à un profil en disant si j'avais voulu d'une femme, je serais hétérosexuel, c'est pas la même chose que de répondre non merci, c'est pas vraiment le profil. Voilà. Donc plus que la notion de choix ou pas choix, qui me semble une aporie au fond, le choix, le pas choix, c'est absurde. Dans ces applications de rencontre, on choisit au moins la temporalité, on allume ou qu'on l'éteint. C'est plutôt la question de la formulation relationnelle qui me semble à travailler. Et je crois qu'on ne peut pas, on le disait, on ne peut pas médiatiquement tout dire sous prétexte qu'il y a un débat et de la liberté d'expression. Donc on ne peut pas non plus tout dire sur les applications sous prétexte qu'il y a un désir ou qu'il y a un marché. Je crois que la dimension relationnelle nécessite un peu d'éthique. Je
Juste, je ne sais pas si tu as vu un peu passer les travaux de Marc Jaja sur Oui. ça peut... Oui. J'aimerais bien le faire venir aussi, qui montre qu'il y a aussi tous les imaginaires coloniaux qui se déploient entre les salopes blanches et les maîtres noirs arabes. Il y a un marché du sexe, de la sexualité qui est aussi... De même chez les gays d'ailleurs. Voilà. Il travaille beaucoup sur cet imaginaire chez les gays. Oui, chez les gays. Et il travaille à l'IUT La Roche-sur-Yon. De La Roche-sur-Yon. L'Université de Nantes. Et en effet, dans ces textes, il montre bien ces imaginaires coloniaux et racistes qui parsèment nos recherches, nos mots-clés, nos hashtags, et puis nos scénarios, nos scénarios érotiques ou pornographiques. Alors, à l'avoir lu un petit peu, on voit bien que là encore, la question, ce n'est pas tant celle du consentement ou de la pratique, que celle de la conscientisation, de la formulation de nos désirs et de la reproduction de ces schémas. Au fond, pourrait-on dire, décoloniser aussi notre fantasmagorie. Et vas-y, Alex, vas-y. Non, je n'ose plus parler. Non. C'était juste pour savoir, justement, par rapport à... On a vite évoqué que ça pouvait effectivement amener des municipalités ou des institutions publiques à réagir ou mettre en place des stratégies individuelles ou collectives. Mais du coup, par exemple, là, vous avez fait le choix de sélectionner le racisme, la LGBTphobie et puis le sexisme. Bon. Est-ce que quelque part c'est pas segmenté? Est-ce que pour moi c'est un peu comme les schémas des vases communicants dans les addictions, c'est-à-dire que le problème ce sont les discriminations. Donc est-ce qu'il faudrait pas davantage, c'est une question ouverte, penser en termes de comment travailler sur le concept de la discrimination ou du harcèlement plutôt que de segmenter, parce que je sais que par exemple dans l'éducation nationale, dans nos enseignements, c'est très segmenté. Enfin, on a cette impression, voilà, on a les discriminations, certes, mais on a quand même une séance sur le sexisme, une séance sur tout ce qui est LGBTphobe. Est-ce que... Les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, et dans le livre d'ailleurs, on propose une lecture de la discrimination par le sentiment, par les émotions, les expériences, et sur le théâtre de la ville. On propose des préconisations et on parle d'intersectionnalité, notamment en termes d'âge, de classe, de critères de discrimination. Voilà, on insiste bien sur cette dimension. Mais la politique publique française ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'on a des politiques régaliennes en termes de discrimination, du côté du droit par exemple, ou de la police, et puis on a des politiques segmentées, pour reprendre votre mot, en termes de sexisme, donc des élus ou des délégués à l'égalité, en termes d'LGBTphobie, et donc des délégués à la lutte contre les discriminations ou les droits humains. Et donc on sait qu'il y a des tuyaux de financement qui ne sont pas les mêmes. On sait aussi que parler de discrimination en général, ça ne permet pas de travailler spécifiquement l'expérience à la fois spectatorielle de victimes ou d'auteurs réels ou potentiels en matière de discrimination. C'est pourquoi ces phrases consisteraient à dire bon, ça va, on est tous des humains. Vous êtes toujours à dire, vous, les gays, je suis gay, mais je suis gay, c'est bon. On est tous des humains. Il faut toujours mettre des étiquettes, vous, les LGBT. Toutes ces phrases qui consisteraient à dire 25 critères de discrimination. 25 critères, c'est bon, on est discriminé au sens de la rupture de droit, de la rupture d'égalité, il n'y a pas de spécificité. On est discriminé, point. Ça me semble des abstractions. Voilà. Rendre ça universel me semble nécessaire juridiquement, me semble nécessaire d'un point de vue des politiques publiques, puisque dans un pays qui croit en l'égalité de traitement, la discrimination vient rompre cette égalité de traitement. D'un point de vue pratique, notamment communicationnel, il me semble que uniquement parler de discrimination, ça ne touche pas les personnes concernées. Et donc, il faut être plus spécifique. On s'en rendait bien compte quand on faisait les interventions minuscules, ou quand moi, je vais parler de moi plutôt et de mon vécu, de mon expérience d'IMS, quel que soit collège, lycée, quel que soit le type d'établissement. Tant qu'on est dans la généralisation, les jeunes ne se sentent pas concernés.
parce qu'on est trop dans la généralisation, dans le concept, dans l'idée, et on avait clairement conscience que, ou quand on parlait beaucoup de harcèlement, parce que là pour le coup le témoin, nous on en parlait pour le coup, clairement le témoin était au cœur de nos interventions sur le harcèlement scolaire, de venir sur du cas concret permettait de raccrocher quelque chose au réel, notamment pour les jeunes. C'est beaucoup plus facile de parler d'une situation concrète, d'un cas concret, alors sans pointer du doigt le garçon d'origine étrangère de la classe, etc., mais de travailler finalement sur leur vécu pour qu'ils prennent conscience que finalement c'est pas un truc abstrait qu'on entend dans les médias, c'est concrètement ce qui se passe dans ma classe ou dans mon groupe d'amis, etc. Et donc d'être obligé de venir un peu segmenter quand même. Voilà. Ça ne nous empêchait pas sur 1h30 ou 2 heures d'intervention, de prendre une demi-heure pour redéfinir les concepts et les mots. Qu'est-ce que c'est que le sexisme? Qu'est-ce que c'est le racisme? Qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme, l'homophobie? Et remettre bien les idées en place, ou même leur apprendre ce qu'ils entendent de l'antisémitisme. Et finalement, on s'apercevait que la moitié des élèves ne savaient pas ce que c'était que l'antisémitisme, ou parler d'islamophobie ou autre. Mais après, de venir sur du cas concret, de venir sur des expériences vécues ou ressenties. Mais c'est propre peut-être à la jeunesse, peut-être que sur d'autres publics plus âgés ou autres. Là, il y a un vrai facteur âge. On sait que quand on demande aux personnes de plus de 40 ans, 50 ans ce qu'elles pensent des discriminations, elles ont une lecture universelle et abstraite. Pour les populations les plus jeunes, il y a une lecture beaucoup plus communautaire de la discrimination. Et n'entendez pas, quand je dis communautaire, un gros mot. Pour moi, la communauté, c'est un lieu de ressources. Donc, je distingue bien ce qui est du communautarisme et ce qui est du sécessionnisme. Donc, faire communauté, ce n'est pas faire sécession. Faire communauté, c'est trouver des ressources pour revenir dans la grande société. Donc, il n'y a pas de gros mots quand je dis communauté. Au contraire, c'est un mot très tendre dans ma bouche. Il y a une différence de lecture qui est assez nette alors en termes de génération sur le concept de discrimination. Et puis je crois que le terme d'empathie, qui est un peu galvaudé, mais quand même, nous montre qu'on est sensible aux discriminations qui nous touchent. Et lorsqu'avec Johanna, on fait des sensibilisations, des interventions sur les questions du sexisme ou des violences faites aux femmes, je l'ai vue, elle le dit, donc elle ne m'en voudra pas, je crois, si je le dis, je l'ai vue être chamboulée. Je crois l'avoir été dans une bien moindre mesure qu'elle. Par contre, depuis le début de la semaine, je fais des conférences autour de ce livre, et puis plus réellement autour de ce livre sur le mariage pour tous. Et donc j'ai des témoignages de copains, de copines, de gens que je ne connais pas, qui me racontent leurs moments sur le mariage pour tous, leurs moments parfois un peu douloureux. Autant vous dire que depuis lundi, je suis lacrymale. Parce que ça me touche. Et je crois qu'être segmenté, c'est aussi toucher sensiblement des personnes pour les concerner et leur dire c'est bien à toi que je parle, t'inquiète pas. Et on n'a pas beaucoup de politiques publiques qui disent c'est bien à toi que je parle. Rappelez-vous le discours de Christiane Taubira à la fin du mariage pour tous, lors du vote de la loi. Elle dit que la République aime les enfants LGBT qui ont été salis durant ces débats. Quel ministre dit, sinon, je ne dis pas le ministre de l'Éducation nationale, à part le ministre de l'Intérieur, quel ministre dit aux populations dont il a en charge que la République les aime? Personne. Donc je crois qu'il est important aussi de dire à des citoyens qui ont été maltraités, bafoués, humiliés, c'est bien de vous dont on parle. Et c'est bien de vous, c'est bien à vous qu'on fait attention, pas en général. Du coup, ça ramène au concept de tout ce qui est intelligence émotionnelle qui se développe, mais qui ne se développe malheureusement pas, à mon sens, assez rapidement dans la sphère politique et les institutions publiques, parce que du coup, on aurait un autre prisme, je pense, pour aborder le climat scolaire, notamment. Voilà. Merci. À vous,
de votre participation. Merci à toi, Arnaud, de toutes ces explications. Je ne peux que vous renvoyer vers cet ouvrage. C'est pas une thèse de sociaux, donc voilà, vous voyez, c'est totalement accessible sans aucun souci. Vous focalisez pas sur l'introduction. Sur l'introduction, vous êtes fait un peu plaisir. Hein, l'introduction est très méthodologique. On sent les sociologues et les universitaires qui est là, le vocabulaire un peu, mais derrière c'est tout à fait accessible. Donc n'hésitez pas à sauter l'intro si vous souhaitez sauter l'intro. Mais en tout cas, n'ayez pas peur de l'introduction. C'est souvent comme ça et vous pourrez avoir le détail de tout ce qu'on vient d'évoquer. J'en profite pour remercier Bertrand qui est là-bas dans le fond, notre libraire chéri adoré de la librairie Amaury, qui a amené quelques ouvrages à vendre et que vous pourrez faire dédicacer si vous le souhaitez par Arnaud. Je ne peux que vous renvoyer vers la longue production de Monsieur Alessandrin, dont vous avez une partie, toute ou partie, à la bibliothèque d'Execo aussi, mais notamment ce qui m'avait, je me rappelle, fortement marqué, sociologie des transidentités et puis sociologie de la transphobie, et puis déprivilégier le genre, qui avait aussi santé et la question de la santé LGBT ou aux frontières du genre, enfin voilà. Merci à vous. On aura donc l'occasion de parler de ce prochain ouvrage, la dernière rencontre de ce semestre, ça sera le 10 juin, Mariage pour tous, la violence d'une conquête. Extrêmement intéressant aussi. On est beaucoup sur le témoignage, à la fois témoignage de vous trois qui avez coécrit, mais aussi d'aller interviewer des élus, Patrick Bloch qui a été fortement actif sur ces sujets, des militants, notamment tes copains du phare du Gyrophare de Bordeaux, Irène Théry, autre grande sociologue devant l'éternel qui a beaucoup contribué à, je sais pas si je sais pas ce qu'elle dirait de cette phrase-là, Irène, mais voilà. Mais on aura l'occasion de reparler de cet ouvrage le 10 juin, donc c'est un samedi, ça sera à 16h avec Denis. Et puis demain, donc pour finir ce cycle de rencontres avant la fête et la Pride et la manifestation politique, parce que c'est avant tout une manifestation politique, à mon sens. Demain 17h30 à la mairie pour le rapport annuel de SOS au Ouf. Merci beaucoup. Merci à tous.